Merci à toutes et tous d'être là. Je suis super content d'être là. Donc, je suis Adrien. C'est moi qui vais essayer d'animer cette table ronde et je suis super content d'être là pour deux points principaux. Le premier, c'est que je suis passionné d'entrepreneuriat et le deuxième, passionné d'innovation. Donc, ça tombait plutôt pas mal. Donc, je remercie l'équipe de la CCI qui m'a confié cette super animation. Donc, on est là dans le cadre de l'événement Permis d'innover qui est donc organisé par la CCI du Puy-de-Dôme autour de l'innovation. Et je fais évidemment le lien avec un événement que vous avez tous dû suivre ces derniers jours. Parce que pendant 10 jours, la métropole a organisé plein d'événements dans le cadre de la Clermont Innovation Week, qui est un événement qui a lieu tous les ans, avec plein d'animations, de tables rondes, de conférences, d'événements divers et variés. Et donc, voilà, cet événement Permis d'innover et en lien avec toutes ces 10 jours d'innovation. Alors, je fais un petit clin d'œil à la Savonnerie de la Gautoire qui est la Sarthe parce qu'ils nous ont offert un petit cadeau. Donc, je pense que voilà, je vous remercie auprès de tout le monde. Donc, vous avez un petit savon dans le sac qui a été fabriqué par ces deux passionnés d'innovation aussi, qu'on va présenter tout à l'heure. Et je fais juste aussi un petit focus, puisqu'après la conférence, l'idée c'est qu'on puisse rééchanger, notamment celles et ceux qui ont envie de poser des questions plus personnelles, techniques et approfondir certains points qu'on aura pu voir pendant la table ronde. Donc ce sera l'idée après de pouvoir passer un peu plus de temps. Pour présenter un petit peu donc, le déroulé. Donc le déroulé c'est assez simple. Le concept c'est que donc il y a 4 super dirigeants d'entreprise qui sont là, qu'on a invités, donc je vous remercie d'être là, qui vont passer un par un pour en fait vous parler de leur projet et leur innovation. Et ils ont donc été accompagnés par notamment la CCI pour porter ce projet-là. Donc l'idée c'est qu'ils viennent nous partager à chaque fois donc, leur projet. Et puis on leur posera un peu des questions pour qu'ils nous racontent toute cette histoire parce ça va nous passionner. Et chaque intervenant va être introduit par une petite vidéo qui va expliquer un peu voilà, ce qu'ils font pour que ça nous permette derrière de mettre le contexte sur leur venue après auprès de nous. Alors, je remercie aussi nos 3 invités qui sont là, nos 3 experts, que je présente rapidement et après ils pourront revenir plus en détail et vous allez vite comprendre pourquoi ils sont là et ce qu'ils font. Donc Romain Citeaux qui est là pour Crédit Agricole, qui s'occupe au Crédit Agricole de tous les projets autour de l'innovation, donc qui accompagne les porteurs de projets sur le dispositif financier. Donc merci Romain d'être là. Vincent, qui est là aussi, donc que vous devez connaître ici puisqu'il est ici un peu chez lui aussi. Qui est donc le directeur du village, SCA, et qui sera là pour nous parler lui de toute la partie accompagnement, dispositif que peut mettre en place une structure comme le village. Et puis l'idée c'est qu'il nous partage aussi un petit peu les bonnes pratiques, et puis s'il y a des questions, que vous puissiez comprendre comment aussi peut-être bénéficier de tout cet accompagnement. Et enfin Frédéric qui est donc le champion de l'innovation à la CCI, qui accompagne tous les projets innovants. Et l'idée aussi, c'est qu'ils partagent pour celles et ceux qui ont des projets un peu innovants à porter et vous dire comment et qui aller voir si vous avez un projet. Et à la CCI, voilà, c'est lui qui aura nous partager un petit peu les différents retours d'expérience qu'il a eu avec notamment nos invités et puis aussi répondre à des questions un petit peu plus techniques sur tous les dispositifs qui existent auprès de la CCI pour qu'on puisse comprendre comment faire. Donc merci à vous 3. Frédéric, est-ce que tu peux nous faire une petite transition pour nous faire un petit clin d'œil et nous dire pourquoi ce choix de nos 4 super invités et toi qui les connais bien, si tu peux nous les présenter. Oui, bien sûr. Bonjour à tous. D'abord, je ne suis pas le champion d'innovation, c'est une équipe au niveau de la CCI qui accompagne les entreprises sur l'innovation. Donc en fait, le choix de ces entreprises-là, c'est pas par hasard, c'est déjà qu'on voulait donner à voir des typologies d'innovation, des manières de faire différentes avec 4 types d'entreprises. Il y a une start-up, vous avez une PME industrielle, une PME plutôt de services et conception ingénierie, et puis une troisième qui est plutôt une TPE. Donc déjà des catégories différentes, se dire que innover c'est permis à tout le monde, parce qu'on est dans le permis d'innover. Ensuite, 4 univers complètement différents, vous allez le découvrir en fil de présentation. Et puis aussi 4 manières d'envisager de conduire l'innovation de façon différente. C'est intéressant. Et donc du coup 4 manières aussi d'accompagner. Et c'est ce dont on aura l'occasion de vous présenter. En même temps, ça a été alors pourquoi, parce que des entreprises on a plein, on en accompagne beaucoup. Alors pourquoi ces 4-là? Parce que c'est 4 coups de cœur en fait de l'équipe, qui sont la personnalité de leurs dirigeants. Parce que le point commun, on a vu qu'il y avait des diversités, mais il y a aussi des points communs. Et le point commun de ces dirigeants-là, c'est leur capacité d'écoute, d'apprentissage et de remise en question. Ça, c'est toujours passionnant de travailler avec des gens comme ça.
c'est la capacité à persévérer sans s'obstiner, c'est de pouvoir changer de stratégie, et puis accepter d'avancer dans l'inconnu, qui est le ressort numéro 1. Donc c'est peut-être le point commun dans ce que l'on peut se permettre. Merci. Impeccable. Tu peux garder celui-ci. Alors, du coup, je vous propose, comme le déroulé, je voulais présenter, qu'on lance la petite vidéo avec Réflexe Accident et Steve, c'est ce qui est là. On lance la petite vidéo, puis après, tu pourras bien nous rejoindre pour nous parler un peu de ça. Je suis le directeur général de la société Réflexe Accident. Alors Réflexe Accident, c'est quoi? C'est une plateforme de gestion de sinistres qui vous permet de déclarer votre sinistre à nos services, et à la place de votre assurance, on va s'occuper de toute la gestion de votre sinistre auto dommage matériel ou dommage corporel. Et on est là vraiment pour accompagner les victimes d'accidents dans leur démarche demande d'indemnisation ou de réparation automobile. Il peut y avoir tout type d'accident. Dès lors que vous êtes blessé et qu'il y a un tiers qui est assuré en face, on peut tenter de vous obtenir une indemnisation à l'amiable avec l'assurance. Easy Constat, ça va être une innovation d'usage. Aujourd'hui, on sait à peu près comment ça se passe un constat amiable. C'est sur le bord de la route avec des voitures accidentées, des fois sous la pluie, et vous devez rédiger un constat amiable qui va engager votre responsabilité, déterminer l'indemnisation, les réparations auxquelles vous aurez droit. Donc c'est de très mauvaises conditions pour rédiger un document aussi important. À partir de ce moment-là, on s'est dit qu'il fallait quelque chose pour accompagner les victimes à rédiger le constat amiable sans faire d'erreur. Et on a opté pour la forme d'un chatbot, c'est-à-dire un assistant virtuel qui va vous poser quelques questions pour discriminer le type d'accident, d'autres questions pour faire une sorte de tamis et arriver à la bonne situation correspondant réellement à votre accident. Et là, vous aurez juste à choisir quelques éléments, quelques croquis. Vous devrez déterminer celui qui ressemble le plus à votre type d'accident. Et à partir de ce moment-là, vous n'aurez plus rien à faire parce que les cases du constat seront déjà précochées. En fait, tout va être quasiment automatisé à partir du moment où vous aurez bien cerné le type d'accident. Vous aurez juste à faire une signature électronique et vous aurez votre constat PDF directement par email chez vous, et ça pourrait être envoyé directement à votre assurance. Donc un gros facilitateur en cas d'accident. Ils nous ont accompagnés sur un nouveau produit, Easy Constat. Nous, on était partis un petit peu dans nos habitudes avec certains réflexes plus ou moins bons. Et la CCI, à un moment donné, nous a orientés, nous a conseillés, nous a surtout questionnés pour savoir ce qu'on voulait en faire, à qui on voulait le vendre, comment on voulait le vendre, à la façon de communiquer autour. Tout un tas de questions qu'on ne se posait pas forcément, mais qui nous ont permis de beaucoup mieux cerner le besoin du client et notre façon de présenter ce nouvel outil. Donc quelque chose qui nous a vraiment éclairé dans notre démarche autour de la création de l'outil. Merci. C'est passé une pastille, s'il vous plaît, messieurs. Alors, l'idée, c'est qu'on a vu un peu le contexte sur le projet. Est-ce que tu peux en fait nous raconter ce qu'on ne sait pas, mais quand on aime les entrepreneurs, on aime surtout l'histoire qu'il y a autour. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment est née cette innovation, en fait, d'où c'est venu, et puis après, un peu comment tu as réussi à la mettre en place? Alors, bonjour à tous, Steve Salez, donc directeur général de Réflexe Accident. Alors, c'est un peu folklore l'idée. Je cherchais un moyen de simplifier la rédaction de constat amiable depuis des années, parce que je suis dans le milieu de l'assurance. Auparavant, j'étais cadre du service assurance du groupe La Poste. Et voilà, je cherchais, mais à chaque fois, je me disais, c'est trop lourd, trop compliqué, trop complexe, il y a trop de cas de figure, il faut utiliser le droit civil, le code de la route, tout compiler ça dans un outil, c'est pas possible. Et puis en fait, je me suis rendu compte que les assurances avaient déjà fait une bonne partie du boulot en classifiant tous les types d'accidents. Donc en fait, je suis parti des outils assurantiels. Et je me suis dit, ça peut être une bonne base, mais il faut le mettre sous une forme plus conviviale, plus interactive. Et auparavant, j'avais déjà travaillé sur des solutions de chatbot, uniquement pour des problèmes de relations clientèle, des FAQ. Et je me suis dit, ça serait peut-être pas mal de mixer les deux. Et en fait, après j'en ai discuté avec ceux qui avaient réalisé auparavant le chatbot précédent.
Et on a convenu que c'était fort possible. Alors l'idée, elle est arrivée, mais comme ça, un samedi soir, voilà, j'étais avec ma petite, on rigolait un petit peu, puis à un moment donné, ça m'est arrivé comme ça, comme un flash éclair dans la tête, c'est véridique. Et je me suis dit, mais ouais, et alors j'ai couché tout ça sur un email que j'ai envoyé à mon associé, pour être sûr de ne pas oublier, parce que des fois ça rentre et puis ça ressort aussi vite, et puis de fil en aiguille, il s'est avéré que c'était réalisable techniquement, réalisable juridiquement. Alors, est-ce que peut-être, Vincent, tu peux peut-être faire un lien, toi qui connais très très bien l'écosystème local autour de l'innovation et des entrepreneurs innovants. Pour le village, alors, on prend l'exemple de Steve, c'est aussi le but, de remettre un contexte sur un cas, mais comment est-ce que le village accompagne les projets, on prend celui-ci, mais un projet innovant aujourd'hui pour comprendre, pour les gens qui aimeraient savoir ce que fait le village? Très bien. Déjà, on accompagne Steve parce qu'il c'est une des startups qu'on accompagne depuis un peu plus d'un an. Nous, la petite différence par rapport à ce qu'il a expliqué, c'est qu'on l'accompagne bien après son idée. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle, lui, il a eu l'idée et il a été suivi par des incubateurs. Je ne sais plus lequel t'étais, si tu étais dans un incubateur ou tu étais au Bivouac, qui était aussi un accélérateur. Mais bon, là, à partir du moment où il a l'idée, il commence à structurer, il commence à voir si c'est possible de le faire. Il va faire une étude de marché, il va constituer sa société, l'étude de marché va valider qu'il y a un potentiel. Et à partir de ce moment-là, il a des associés, il a une entreprise, peut-être il a un début de chiffre d'affaires. Et à partir de là, le village peut venir intervenir, ce qu'on appelle l'accélération. Et l'accélération, alors on va un peu moins parler d'innovation, on va plus parler, maintenant il va falloir structurer une entreprise, structurer une démarche construite, des bases de la fondation d'une entreprise, qu'on a tous en tant que chef d'entreprise, mais la spécificité d'une start-up, ils sont très peu. Donc dans le cas, ils étaient deux, et à deux, forcément, on n'a pas toutes les compétences. Et donc le but d'un village, c'est de venir agglomérer tout un système autour des deux porteurs de projets et de venir leur dire on va vous suivre pendant plusieurs années, et pendant plusieurs années, on va amener les compétences au bon moment. Et on va essayer de faire en sorte que ces deux personnes qui ont une super idée, Steve a une super idée, et on va en faire des chefs d'entreprise. Et donc on essaie de travailler avec eux sur toutes les thématiques, donc c'est des choses des fois on est parfois qui ne sont pas sexy. On va parler de conventions collectives, on va parler d'ordre du travail, on va parler juridique, donc des fois, c'est pas tout accident. On va parler forcément d'argent, parce que le nerf de la guerre à un moment donné, c'est que pour financer une idée, il va falloir avoir des fonds. Mais on va surtout parler humain et posture et dirigeant, c'est-à-dire que nous, ce qu'on veut, c'est que Steve et son associé, au-delà d'avoir été ceux qui ont une super idée, ils vont devenir des dirigeants d'entreprise, parce que le but qu'ils ont, c'est de diriger leur entreprise. Et donc avec ça, on va essayer de faire en sorte qu'on voit en Steve un dirigeant d'entreprise, et non pas quelqu'un qui a une super idée, et qui demain va être vu comme un super manager auprès de ses équipes, qui va être vu comme un très bon chef d'entreprise auprès de sa banque, qui va être capable de faire une levée de fonds, qui va être capable d'avoir les financements associés, qui va gérer des associés autour de lui, et qui demain va faire, j'espère, une grande entreprise. Donc aujourd'hui, c'est une belle entreprise qui a très bien démarré, qui est en belle croissance, tu parleras sûrement un peu plus que moi, et on imagine avec lui le futur. Et donc à partir de ce moment-là, aujourd'hui on est sur un écosystème qui le concerne, qui était très clermontois, on va dire auvergnat. De plus en plus ça devient national, et le rêve qu'on a tous ensemble, c'est que ça soit international. Et là on a la force de tous les villages, parce qu'on est 42 villages, et avec la force du Crédit Agricole aussi associée, on est capable d'aller dans le monde entier. Donc je sais qu'il a un petit sujet sur le Royaume-Uni. Je pense qu'on sera capable demain aussi de l'accélérer ici à Clermont-Ferrand sur le Royaume-Uni. Et dans toutes les startups qu'on a, on a des startups qui nous parlent d'Asie. Leur marché c'est en Chine, on en a qui nous parlent des États-Unis. Et ce qu'on leur dit, restez ici à Clermont-Ferrand parce qu'avec le village, vous allez pouvoir vous exposer un peu partout en fonction de ce que vous souhaitez faire. Et donc nous on essaie de s'adapter à eux en fonction de leurs besoins et de leur évolution. C'est pour ça qu'on n'a pas de programme comme un incubateur, c'est-à-dire on n'est pas à l'école. On est au village, on n'est pas le lundi vous avez ci, le mardi vous avez ça, et dans la semaine on va faire un process. On est comme dans la vie d'une entreprise et on va prendre les sujets comme ils vont dire en fonction de leur choix. Parce qu'à la fin, c'est eux qui dirigent leur entreprise, c'est pas nous. Donc c'est ce qu'on essaie de développer avec eux, et avec Steve ça marche plutôt bien. Et demain, il n'aura plus besoin de nous parce qu'il va être capable de voler largement ses propres ailes avec une équipe qui va être extrêmement constituée. Il aura son banquier à côté qui va l'aider à se développer, etc. Alors justement, on fait le lien avec la partie financière qui est hyper importante. On sait que sur tous les projets innovants, la problématique au lancement, c'est que c'est tellement innovant qu'en fait, il faut le temps de construire des choses.
et il y a de l'inertie dans tout ça. Et du coup, il y a forcément lien avec la partie financière. Alors, toi, Romain, est-ce que tu peux faire un petit témoignage sur aujourd'hui, quand tu vois des dossiers, tu vois des projets, comment ça se passe, qu'est-ce qu'il faut regarder sur un projet innovant pour qu'on va avoir une banque pour pouvoir être accompagné? Tout d'abord, bonjour, donc Romain. Pour répondre à ta question, donc du coup, il y a deux choses qui sont importantes. Hein. Il y a certes le projet, puisque du coup, vous avez tous un projet quand vous venez me voir, notamment start-up avec un projet innovant. Mais il y a aussi les porteurs qui sont très importants, et pour ma part, c'est à peu près 50% de la décision finale. Il y a une grosse notion d'adéquation entre le porteur du projet et le projet en lui-même. Et c'est des choses qui se travaillent suite à un échange avec le porteur de projet. Sur le porteur de projet, moi, ce qui va m'intéresser, ça va être un petit peu son expérience de vie, ce qu'il a fait, son CV, qu'est-ce qu'il a amené dans l'entrepreneuriat, puisque du coup, c'est vraiment, je pense, une vocation. Hein. Il va y avoir aussi, s'ils sont plusieurs associés, qui remplit le rôle de quoi et quelle est leur complémentarité. Donc ça, c'est des choses à mettre en place, hein, ne serait-ce que pour eux. Et puis après, ça va être des choses un peu plus juridiques, fiscales et sociales, c'est-à-dire que quel est le montage financier, du moins juridique, fiscal et social qu'ils ont décidé pour porter le projet, la répartition des parts, qui va prendre les décisions, toutes ces choses-là, ainsi que leur implication. Leur implication tant en monétaire, hein, puisque du coup il y a bien une part d'investissement financier aussi, hein, et surtout de temps. Puisque du coup, savoir si je vais être à plein temps dans mon projet, ou est-ce que je suis à mi-temps, est-ce que je teste un petit peu mon activité, etc. Donc toutes ces choses sont importantes. Moi, ce que j'aime aussi, ça va être l'entourage et la synergie qu'il a pu créer avant de venir me rencontrer, puisque souvent, moi, je rencontre les porteurs de projets. Alors certes, je les rencontre en amont, hein, en phase de création, d'idéation. Cependant, quand ils viennent me voir pour un financement, ils ont déjà avancé, ils ont fait des synergies déjà en création, et c'est ça qui m'intéresse, c'est-à-dire qu'ils ont été confrontés à des acteurs du marché qui gravitent autour de la création d'entreprises et d'innovation, et c'est tous leur parcours qui m'intéresse. Après, il y a le projet en lui-même. Donc le projet en lui-même, la genèse, tout simplement savoir d'où ça vient, qu'est-ce qui t'a poussé justement l'éclair de génie avec votre fille, comment c'est venu, à quelle problématique concrètement je réponds, puisque du coup, je pense qu'il faut réellement répondre à une problématique pour après trouver un marché. Par rapport à ce marché, il y a une chose aussi qui est importante, c'est soit il existe, et auquel cas j'ai réussi à avoir les profondeurs de celui-ci, soit il n'existe pas, et auquel cas, est-ce que j'ai réussi à sonder le fait que ce marché soit rentable. Alors, sonder comment? Il y a des sondages, des enquêtes. Est-ce que j'ai fait un POC technique? Est-ce que j'ai commencé à faire des préventes? J'ai fait mon POC commercial, puisque du coup, souvent on commence par l'entourage. L'entourage, il est toujours d'accord, il est toujours positif. Hein. Par contre, au moment où il faut payer, est-ce qu'il y a toujours le même nombre de personnes derrière? Et ça, c'est pas toujours la même chose. Donc tout ça, c'est important. Et puis après, où ils en sont concrètement de la levée de fonds, puisque du coup, moi, je les rencontre souvent en fin de recherche et développement, début de phase de faisabilité. Donc du coup, concrètement, est-ce qu'il y a eu de la love money? Combien eux-mêmes ont investi? Est-ce qu'ils ont réussi à avoir des subventions, des levées de fonds, etc. Quand je parlais d'entourage aussi, c'est aussi les plateformes, les institutionnelles. Est-ce qu'il y a des PME dans le projet, et toutes les personnes qui gravitent autour de la création d'entreprise. Ça, c'est l'idée, c'est que aussi tu peux faire bénéficier du réseau de l'écosystème, c'est-à-dire que toi, tu es sur une partie, sur un axe, mais l'intérêt aussi, c'est de te dire, on peut te mettre en relation, on peut trouver d'autres solutions, parce que justement, tu n'es pas seul. Alors, exactement, alors comme je disais, souvent je les rencontre un peu en phase d'idéation, de création, quand ils sont au tout début de leur incubateur. Et du coup, déjà, je leur apporte le réseau, ou du moins des partenaires avec qui on a l'habitude de travailler. Maintenant, après, à eux de se faire leur propre réseau et créer des feelings avec leurs futurs partenaires. Mais du coup, c'est un plus qu'on peut apporter. Alors, on peut peut-être faire un petit lien avec Frédéric, parce que moi j'avais une question, c'est quelque chose qui est hyper intéressant et important pour moi, c'est le côté local. On entend beaucoup parler de termes et de toute la Startup Nation un peu nationale, mais à Clermont, en Auvergne, on innove beaucoup, il y a plein de projets qui existent. Frédéric, tu peux peut-être nous parler toi, de tous les projets que tu as pu rencontrer, et tu peux aussi témoigner et dire en Auvergne, on sait innover. En Auvergne, il y a un écosystème d'innovation sur la fondation, et que ce soit le développement des startups.
Nous, c'est un public qu'on adresse aussi depuis des années, je dirais, et on a d'ailleurs une convention avec le village BCA, je dirais, pour proposer nos services en intervention dans le cadre de ces dispositifs européens sur lesquels j'aurai peut-être l'occasion de revenir tout à l'heure. Donc l'Auvergne est un terreau assez particulier, et des acteurs qui se connaissent bien dans l'écosystème de l'innovation. Je fais le lien aussi avec la Clermont Innovation Week parce que c'est aussi l'occasion de faire un petit calendrier, mais cet événement est hyper riche parce que pour le coup, j'en parlais encore cette semaine avec plein d'intervenants qui disaient ce qui est hyper intéressant sur cette semaine-là, c'est qu'on met l'innovation au cœur de la métropole et on fait surtout rencontrer des gens qui innovent toute l'année et qui ne se voient pas. Et ça, c'est quelque chose aussi hyper intéressant, c'est ce partage-là en fait de pouvoir réunir les gens. Oui, réunir les gens, enfin permettre par des manifestations comme celle-ci, de pouvoir réunir les gens autour de ces thématiques-là. Oui, tout à fait. Est-ce qu'on peut... on remercie Steve. Merci beaucoup. Il faut que je t'aide le temps. Désolé, vous pouvez le voir tout à l'heure. On va passer au deuxième intervenant, Moïse qui va pouvoir venir. Donc on lance la vidéo et Moïse en même temps, tu peux venir nous rejoindre. C'est parti pour Moïse Desgrands. Je suis le dirigeant de la société d'Aiglon, les établissements Jean d'Aiglon, fondé par mon arrière-grand-père Jean, il y a 101 ans, en 1921, à Thiers. Alors tout d'abord dans un petit village au-dessus de Thiers qui s'appelle Les Sarrés, et puis ensuite dans la ville de Thiers. Nous sommes donc une petite entreprise auvergnate spécialisée en coutellerie. Nous concevons, nous fabriquons et nous distribuons de la coutellerie de cuisine, également des accessoires culinaires comme des spatules, des vides-pommes, des éplucheurs, des outils d'affûtage, etc. Donc destinés aux professionnels des métiers de bouche principalement, et puis des cuisiniers amateurs avertis qui aiment avoir du bon matériel qui dure dans le temps. Notre engagement vis-à-vis de nos clients, c'est de leur fournir des outils qui sont utiles, qui sont fonctionnels donc, qui sont innovants lorsqu'on le peut et puis qui sont garantis à vie. Donc ça sont 3 piliers dans notre développement et dans notre stratégie. On voulait offrir la possibilité à nos clients de pouvoir concevoir avec nous, de co-concevoir leur couteau, de choisir parmi un panel de lames, de formes de lames et de formes de manches qui puissent venir se matcher les uns avec les autres et ensuite de pouvoir continuer cette appropriation en choisissant l'essence de bois, en personnalisant également, en habillant la lame avec un motif, avec un texte, que ce soit pour lui-même ou pour l'offrir. Donc nous avons appelé ce projet et puis cette série MyD et développé tout un configurateur qui permet en ligne de créer son propre couteau. En termes d'innovation sur le couteau, l'idée que nous avons eue avec le projet MyD, l'innovation ne porte non pas tellement sur le produit en lui-même, mais sur le mode d'acquisition et le mode d'appropriation du couteau. C'est peut-être là qu'on va essayer de se démarquer sur la coutellerie dans les années qui viennent. Une aide à la fois pour penser notre manière d'aborder l'innovation qui jusque-là était quand même beaucoup basée sur un feeling, mais un feeling lié à des utilisateurs. Mais c'était aussi d'apporter quelques méthodes de créativité, comme la méthode ASIT que je conseille, que nous avons pu mettre en pratique dans certaines séances de travail, étalées sur plusieurs semaines, avec une formation du personnel et du moins des gens engagés dans le processus de créativité de l'entreprise. Et d'avoir ces interventions, d'avoir un troisième œil finalement qui vient apporter une vision différente, qui vient challenger un petit peu aussi les certitudes qu'on peut avoir quand on est dans son métier depuis 100 ans comme nous. Voilà, c'est toujours un plus. Il y a notamment un programme très intéressant qu'on a pu suivre avec la CCI qui est lié à la performance industrielle. À l'origine, le programme était porté principalement sur la créativité, sur l'inventivité et la capacité d'innovation. Et naturellement, pour mettre en œuvre ce qui résulte de cette réflexion et de ce travail-là, se proposer à nous le programme performance industrielle avec un consultant qui a pu nous aider à réfléchir sur les flux, sur les démarches à mettre en œuvre pour arriver à déployer le projet innovant que nous avions identifié. Et ça, c'est le programme Ambition Région porté par le Conseil régional que nous avons sollicité dans plusieurs domaines. Merci beaucoup. Alors, on va refaire un peu l'exercice parce que c'est toujours la même chose. L'histoire nous intéresse beaucoup de
de l'invention et de la création de cette innovation. Ce qui est hyper intéressant, je trouve, c'est qu'en fait, il y a une logique où l'innovation, c'est pas que la logique de start-up sur des projets très tech, qui est toujours un peu le réflexe qu'on a quand on parle d'innovation. Là, pour le coup, il y a des entreprises qui ont un savoir-faire qui est plus traditionnel, entre guillemets, et qui savent et portent des projets hyper innovants. Est-ce que tu peux nous partager ça, parce que tu as toute une histoire à raconter autour de l'entreprise, en fait. Bonsoir à tous. Donc en fait, vous l'avez compris, on existe depuis 100 ans. Il y a toujours une démarche assez active de la part d'entreprise, des générations d'avant notamment, liée à l'innovation, et c'était très souvent axé sur l'observation, l'écoute de l'utilisateur. Donc on identifie un problème, on essaie de trouver une solution. Une démarche très intéressante qui a pu nous être apportée, notamment via l'intervention de la CCI et la fameuse méthode ASIT dont je parle. Bon, ça pourrait voir Frédéric après pour en discuter, parce que c'est assez long à expliquer. Enfin, bon, j'arriverai pas à l'expliquer en 2-3 mots, mais c'est d'essayer de faire du problème la solution en lui-même. Et en l'occurrence, moi j'ai une thématique qui était celle de que fait un client quand il est dans un magasin ou sur un site internet et qui a 100 couteaux différents, et comment est-ce qu'il fait son choix et comment il y arrive. Et dans cette réflexion-là, je me disais, il faudrait pouvoir arriver à lui donner les armes, les outils, pour qu'il le conçoive lui-même, tout simplement, son couteau. Alors on en est qu'au début du déploiement de ce nouveau configurateur, mais parallèlement à cette idée-là qui avait germé depuis un petit moment, et aussi où je voulais aller sur le chemin de l'hyper-personnalisation, parce que c'est aussi une tendance qu'on retrouve sur le marché aujourd'hui, qui est de plus en plus généralisée. Donc on en est qu'à une des étapes pour arriver à cette hyper-personnalisation. Parallèlement, on avait la réflexion, le projet de développer une série spéciale pour les 100 ans de l'entreprise qu'on s'était l'an dernier. Et les deux se sont mixés un peu naturellement dans le groupe de travail qu'on a pu constituer. Donc c'était une démarche assez stimulante aussi, parce qu'on a impliqué une grande partie de l'équipe, notamment les gens qui fabriquent les couteaux, qui d'habitude sont juste là pour les fabriquer ou les assembler, et qui là étaient vraiment dans le processus créatif de la série. Merci. Voilà. Alors après, avec Audrey, on avait prévu de vous montrer peut-être brièvement à quoi ça ressemble, ce configurateur. Alors si on a une bonne connexion internet. Voilà, donc l'idée c'est qu'on va choisir d'abord la taille de son couteau, on va choisir la forme de sa lame, et puis on choisira la forme de son manche, et ensuite on pourra également venir personnaliser la lame, qui n'est qu'une étape en plus. Donc on a un configurateur 3D où on peut faire tourner le couteau, le zoomer, le regarder dans tous les sens, et puis on choisit son manche. Alors chacun des manches a sa particularité, a des caractéristiques techniques, et puis l'essence de bois aussi. Alors comme c'est un outil digital, on voulait avoir une très grande précision via le configurateur pour qu'on puisse s'en rendre compte. Et la dernière touche finale, c'est de pouvoir apporter un marquage laser ou un texte ou un motif sur la lame, et qui permet, quand on veut l'offrir ou si on veut vraiment le personnaliser à outrance. Et puis donc on est assez fiers du résultat du travail. Maintenant, on reste à le vendre. Voilà. Et c'est prévu de faire sur d'autres produits à terme, parce que tu vas pas t'arrêter là? Alors aujourd'hui, nous, là où on saurait le faire, c'est vraiment sur les couteaux, et après c'est d'étendre la gamme à d'autres types de couteaux. Là on est sur 3 couteaux classiques de cuisine, après ça peut se laisser. Et puis ça repose aussi sur sur notre manière de fabriquer déjà aujourd'hui. Nous on est une industrie, mais on reste quand même très artisanal dans le mode de fabrication, parce que l'intervention humaine et la main de l'homme est très très présente dans toutes les phases de fabrication. Et il se trouve qu'on a des lames qui sont utilisées sur plusieurs gammes. Et je me disais, c'est une manière de rationaliser aussi notre mode de production, parce que et je veux le pousser au maximum de ce qu'on peut dans l'ensemble de notre gamme. Frédéric, tu peux peut-être nous faire un petit lien. Alors comment ça s'est passé le lien? Du coup, Moïse est venu te voir. Tu peux nous raconter l'histoire aussi? Avec Moïse, on se connaît. C'est vu au café, non? Depuis longtemps, ouais. On se connaît déjà depuis longtemps, mais là, ce qu'on lui avait proposé, justement, c'est dans le cadre d'Entreprise Network, une démarche sur le management d'innovation, donc c'est parti de là.
et en fait, qui a consisté par rapport à là où il en était, c'est-à-dire à travailler sur sa stratégie d'innovation, à mobiliser ses équipes autour de l'innovation. Et donc quand il parle de ASIT, en fait, c'est un outil de créativité. L'intérêt, c'est qu'elle se déploie très facilement les entreprises et elle s'apprend aussi. Et le teasing, si tu le veux en une phrase, c'est le matin on est peu créatif et le soir on est MacGyver. Donc, du coup, ça s'apprend très vite et ça se mobilise très rapidement de façon à avoir un effet, des méthodes de créativité un peu structurées. C'est le paradoxal, mais ça marche très bien dans les entreprises. Donc, ce qui est intéressant quand on parle d'innovation, là, il y avait certes l'aspect pensée future, comme ils l'ont fait, en mobilisant les équipes, mais il y avait aussi un autre aspect qui était de mentionner le petit industriel en regard de ses ambitions. Et donc là, notre rôle, c'est à la fois d'accompagnement, mais aussi de mettre en relation avec l'ensemble des dispositifs, et le dispositif dont nous sommes également le relais, qui était Ambition Région Performance, c'est de réfléchir à la dimension et l'évolution de son outil industriel, qui soit en cohérence avec sa stratégie. Et du coup, c'est ça, je reviens sur cette logique où en fait, on peut peut-être faire passer un peu le message aussi et le micro à Vincent là-dessus. C'est en fait la typologie d'innovation. Alors tu peux faire lien peut-être avec le village, mais en fait, est-ce qu'il y a des critères, il y a des caractéristiques, il y a des thématiques qui sont peut-être que vous, en tout cas, vous accompagnez, mais sur l'écosystème aussi local, comment est-ce que ça se passe sur ce côté sélection? Alors, déjà, je voudrais féliciter Louis pour le projet. Et ce que j'adore dans l'histoire, c'est de se dire qu'une entreprise de 100 ans, déjà, je pense que si elle a 100 ans, c'est qu'elle a innové de manière constante. Et là, ce qu'on voit, c'est qu'elle est percutée par le digital. En tout cas, elle a eu la bonne analyse de dire oui, je fais des couteaux, mais avec un blog digital, peut-être que je peux trouver d'autres clients et personnaliser mes produits. Bon, c'est comme ça que j'ai pris le projet, je ne le connais pas, mais. Et on voit beaucoup, bien sûr, au village, de solutions autour du digital. C'est des fois un peu un rêve, parce que tout le monde s'imagine qu'avec le digital, on va pouvoir tout faire. Alors oui, on peut faire des choses énormes, maintenant il faut savoir se différencier. Quand on l'associe comme là avec un produit déjà concret et on vient rajouter un blog digital, c'est déjà un facteur clé de succès. Et nous, ce qu'on voit, oui, dans le processus de sélection, c'est qu'il y a déjà, il y a une chose, c'est qu'il n'y a pas d'âge pour être entrepreneur. On a des entrepreneurs qui sortent de l'école, on a deux au fond de la salle qui sortent de l'école de commerce, et on a un entrepreneur donc, plus de 60 ans et qui est un spécialiste du son et qui a toutes les nouvelles technologies au niveau du son. Et donc il n'y a pas d'âge, c'est un état d'esprit. Et c'est pareil pour une entreprise, on parle de start-up. Une start-up c'est quoi? C'est juste une entreprise. La seule caractéristique c'est qu'elle est nouvelle, elle a une innovation et il va falloir qu'elle passe très vite d'un mode tout petit à un mode très grand. Et sinon, toutes les entreprises sont amenées à innover et toutes les entreprises sont face à ça. Et ce qu'on voit, c'est que dans 90% des cas aujourd'hui au village, ce sont des blocs digitaux qui sont amenés, c'est-à-dire que là, la start-up a un bloc digital extrêmement important dans sa solution. Et donc, on a tout un tas d'experts, nous, pour venir valider que ce bloc digital va permettre vraiment une accélération. C'est tout bête, alors je ne suis pas un expert de ces blocs-là, mais ce que je sais, c'est que on imagine une solution digitale comme ça dans son coin, ça marche au début, ça marche pour 10 clients, pour 20, pour 30, et si vraiment demain on a, j'espère pour vous, 1 million de personnes qui vont se connecter, qui vont faire tourner tout ça et qui vont amener, il faut que ça soit, voilà, ce qu'on appelle le scale-up, ça soit possible de vraiment monter en accélération, sinon il faut tout reprendre de la base, et donc là-dedans on vient mettre des experts qui viennent valider point par point que la solution qui est proposée en termes de bloc technique va vraiment pouvoir monter en échelle. C'est le cas de Steve avec les assurances. Quand il travaille sur son dossier, il ne va pas s'adresser à des clients très longtemps. Potentiellement, il parle à toute la France, voire toute l'Europe. Donc il peut avoir des milliers de clients, il faut être sûr que ce bloc potentiellement ici, pareil, j'imagine, c'est pas que un marché local ou un marché français. J'imagine peut-être que c'est déjà en langue étrangère et que demain, les Chinois ou les Asiatiques vont pouvoir acheter des couteaux de tiers qui sont extrêmement connus dans le monde entier. Donc il faut être sûr que tout ça passe bien. Et donc on voit énormément de sujets au village autour de ces thématiques. Mais moi où j'insiste bien, c'est que l'innovation, ce n'est pas que le digital. Il y a aussi plein d'autres innovations qui sont dans d'autres secteurs. Et il faut savoir aussi les soutenir. On parle beaucoup en ce moment de la réindustrialisation de la France. On manque énormément de projets industriels avec voilà, des machines, du concret, voilà, des choses qui sont voilà, totalement différentes du digital. Et il faut trouver des porteurs aussi de projets autour de tous ces sujets industriels qui sont importants en termes d'emploi.
Du coup, tu peux peut-être refaire un petit peu le lien avec Frédéric, c'est-à-dire que là, on est sur une thématique, ou en tout cas un secteur plutôt industriel. Donc, comment ça se passe là-dessus? C'est-à-dire qu'il y a un écosystème aussi d'autres partenaires. Donc, évidemment, la CCI Frédéric qui accompagne les projets un peu au sens large. Mais comment vous faites le lien aussi, vous? Oui, déjà, on travaille souvent ensemble. Alors, on a des experts qui font des permanences au village, qui viennent toutes les semaines. Et c'est au porteur de projet de venir prendre et consommer cette expertise. Bien sûr, c'est eux qui ont le choix de prendre ou de ne pas prendre. Et après, ce qu'on a beaucoup, c'est des partenaires entreprises, entre guillemets, matures, qui, elles, veulent se connecter à ce monde-là. Pourquoi? C'est que, alors pour une chose première, c'est que souvent, en tout cas, ce qu'on a au village, c'est des entreprises de la région. Ces entreprises, beaucoup veulent aider la région à se développer économiquement, parce que plus une région est attractive, mieux c'est pour attirer des salariés, et que ce soit Michelin, Limagrain ou Théa, ils ont envie d'avoir les meilleurs salariés ici à Clermont-Ferrand. Et après, ils sont payés haut, ils savent aussi qu'il y a énormément d'innovations qui sont créées dans ces structures. Et que moi, entreprise mature, j'innove à fond en interne, il n'y a pas de souci, je maîtrise mon métier, mais par contre, il y a plein d'innovations que je peux aussi capter à l'extérieur. Et moi, venant d'un grand groupe, je sais que si je veux me connecter à ça, c'est impossible. Pourquoi? C'est parce qu'il y a trop d'offres. Vous avez des milliers et des milliers de startups, à savoir quelle est la bonne, quelle est la mauvaise, c'est impossible parce que vous allez consommer énormément de ressources en interne. Donc qu'est-ce que vous faites? Vous accrochez un écosystème qui va venir travailler avec vous pour venir filtrer, pour venir voir ces innovations. L'autre point qu'on a vu beaucoup, nous, c'est la création, la co-construction. On a un cas, je ne peux pas vous dire le détail parce que c'est confidentiel, mais on a une personne qui travaille, expert du son, avec une start-up qui crée des nouveaux, ça s'appelle des bulles de son autour de vous. Et on a une société ici qui est connue autour de tout ce qui est la petite enfance de 0 à 2 ans. Quand vous mélangez les deux dans une même salle, vous avez une innovation qui est créée. Donc je ne dis pas laquelle parce que c'est à eux de ça va être ses brevets, c'est à eux de l'annoncer bientôt. Mais c'est exactement ce genre de choses. J'imagine peut-être là, je ne sais pas, entre le couteau et le digital, à un moment donné, il y a une étincelle qui se crée, je ne sais pas où elle s'est créée, je ne sais pas qui l'a fait. Mais c'est ça qui marche beaucoup, c'est la co-construction. Et donc plus vous êtes dans un écosystème où vous allez rencontrer des gens de différents domaines, plus vous avez la chance de faire quelque chose ensemble. Parce que la difficulté, à mon avis, pour une société qui fait du couteau, c'est de se dire, ok, peut-être avec le digital, je peux faire quelque chose, maintenant l'expertise, elle est où? Qui va pouvoir me construire ces blocs digital? Ça veut dire, je rigole en rien, mais ça veut dire très joli. Il faut trouver des entreprises qui font ça, les expertises qui font ça, et en interne, il n'y a sûrement pas la possibilité d'avoir des informaticiens à fond, ça coûte cher. Et comment on fait pour développer cette solution digitale? Ce que tu dis, c'est quand même qu'il y a une richesse locale qui fait que rien que déjà ici, on peut trouver des gens qui partagent et en fait, ils innovent hyper rapidement. Alors moi, il n'y a pas besoin de quitter Clermont-Ferrand, Levergne, je vous avais tout sur place. À la fois les experts, à la fois les entreprises. Dans le digital, on est extrêmement performant. Et ce qui est aussi très important, où nous on insiste beaucoup, c'est qu'on a des dirigeants qui sont investis. Aujourd'hui, autour des startups, on a ce qu'on appelle des boards éphémères, c'est des sortes de conseils d'administration avec les dirigeants des grandes entreprises ou des petites entreprises, mais qui ont de l'expertise entrepreneuriat, et qui viennent coacher les entrepreneurs. Et ça, c'est une valeur qui est énorme, puisque vous faites coacher par des pairs, c'est aussi un réseau, et vous avez de l'expérience que malheureusement, ce qui est normal, une startup ne peut pas avoir, puisqu'elle est par définition nouvelle dans son projet entrepreneurial. À Clermont-Ferrand, vous avez tout, en Auvergne, on a tout. Romain, tu peux peut-être nous parler du lien avec les typologies de financement, puisque en fonction des typologies de projets et des typologies d'entreprises, il y a des types de financement différents qui existent. Est-ce que là, tu peux faire le lien avec le cas de Moïse, mais aussi avec d'autres projets que tu accompagnes, pour nous présenter un peu les dispositifs existants? Oui. Alors, du coup, par rapport à ce cas, donc, par rapport au cas de l'entreprise Les Blonds, quand on met en place une solution comme ça, donc je présume que c'est pas venu du jour au lendemain, ça a engagé certains fonds. Donc, soit l'entreprise a les fonds et du coup va se servir sur sa propre trésorerie, soit du coup il va falloir laisser un petit peu trouver des ressources financières à l'entreprise pour pouvoir justement développer sa solution et laisser le temps au temps de faire la recherche et développement et de mettre en place un outil viable et fonctionnel. Donc du coup, en ce qui concerne les solutions, donc un prêt, ça reste un prêt. Par contre, c'est vrai qu'au sein du Crédit Agricole, on a la possibilité d'avoir des offres qui sont un peu modulables en fonction des projets. On est bien quelque chose qu'on fait à la carte. Bien évidemment, il y a une notion
facilitateur par rapport à toutes les personnes qui vont innover. Par exemple, dans un cas comme ça, en fonction et après échange avec le client, on peut se dire, voilà, il faut tant de temps pour créer par exemple ma solution, tant de temps pour commencer à trouver un petit peu quelques clients qui vont faire que cette branche va commencer à être viable, et auquel cas on peut prévoir peut-être un différé, des choses adaptées en fonction de la situation et surtout du projet du client. Super, merci, merci beaucoup Louise. Il faut qu'on continue, pour que tout le monde participe. Merci. Alors on va enchaîner sur le troisième intervenant. Cette fois-ci, c'est une dame. Donc on accueille Élise Duclos de Coparine qui va venir donc nous présenter son projet et son histoire. Je m'appelle Élise Duclos, je dirige Coparine, qui est une entreprise qui œuvre dans le domaine des énergies renouvelables, pour laquelle nous intégrons l'ensemble de la chaîne de valeur dans le métier des projets photovoltaïques auprès des professionnels. Nous développons, concevons, construisons, maintenons des centrales photovoltaïques de puissance moyenne. Coparine propose des solutions photovoltaïques pour entrepreneurs afin de rendre possible la construction d'un générateur photovoltaïque. Cette innovation porte sur notre capacité à proposer des solutions pour investir à la place de nos clients. Nous nous sommes rendus compte que ces projets d'investissement avec un montant élevé, une durée dans le temps importante pouvaient inquiéter. On a très vite pensé que si eux ne le faisaient pas, on ne pouvait pas imaginer que quelqu'un ne le fasse pas parce que c'était un non-sens économique ou finalement ne pas apporter une solution à nos clients. Et donc nous avons décidé d'investir à la place de nos clients. On le fait aussi bien avec des agriculteurs, des industriels, des collectivités. Et c'est toujours la même offre qu'on a, c'est une offre de proposer du à la carte, ou en tout cas de toujours être dans la même disposition, c'est comment on rend possible les choses. Et on discute de la solution la plus simple pour le rendre possible. Le consultant que nous avons pu rencontrer nous a fait travailler plusieurs champs de nos compétences. Très rapidement, nous nous sommes rendus compte qu'il fallait que nous travaillions en interne sur l'entreprise pour pouvoir déployer notre offre. Aujourd'hui, nous sommes toujours accompagnés par notre consultant Frédéric Denisot, qui nous permet d'aller plus vite, plus loin, pour conduire l'entreprise vers de meilleures dispositions et pour pouvoir rendre possible les grands projets que l'on a pour le territoire ou pour notre entreprise. Merci beaucoup. Alors, Élise, moi je voulais faire un petit lien sur la conjoncture actuelle avec tout l'univers et puis tout le secteur autour de l'énergie, parce que c'est un vrai sujet d'actu. Est-ce que toi, donc tu pourras nous partager, nous raconter un peu l'histoire du projet, et après comment ça s'est passé, c'est ce qui m'intéresse aussi, mais est-ce que tu peux nous parler aussi de l'avenir en fait, de l'offre que toi tu proposes, qui en fait, on est qu'au début de ce qui va se passer, et comment est-ce qu'on fera demain pour devenir autonome en fait? Alors, bonsoir à tous. Alors on est au début, j'ai envie de dire, moi ça fait 15 ans que le début, les choses ont démarré, même bien avant, parce que la technologie photovoltaïque existe depuis très longtemps. Et nous, il y a 15 ans, à la suite d'une discussion vraiment banale avec une personne qui œuvrait dans l'énergie dans le monde des éoliens, il a souhaité prendre contact avec moi et mon mari, parce qu'on œuvrait dans le domaine de la distribution du matériel de chauffage et de la climatisation. Il nous a appelé pour nous demander comment se passait en France ce monde-là, parce qu'il y avait une loi en France qui venait de s'ouvrir, c'est-à-dire qu'avant, l'énergie et la production d'énergie, c'était un monopole d'État, uniquement détenu par EDF, et personne n'avait le droit de produire, à part sur des sites isolés, c'est-à-dire en montagne, très loin du réseau d'Enedis.
Et à la suite de cette discussion avec cette personne qui avait développé de nombreux projets éoliens, en se disant en France, la loi maintenant va autoriser à produire, à ce que chacun puisse produire de l'énergie individuellement, comment ça peut se passer. Et en fait, de là est né, je dirais, comme les flashs qui peuvent naître les soirs, ou dans la nuit, ou le matin quand on se réveille, on se dit waouh, qu'est-ce qui se passe? Et donc on est allé gratter, tout simplement. Et donc je me suis associée moi avec mon mari. À cette époque, lui venait donc de ce métier de la climatisation. Moi je venais de la distribution pharmaceutique. Rien à voir, mais je dirigeais déjà une entreprise. Et on s'est dit, voilà, ça fait longtemps qu'on voulait travailler tous les deux, on va foncer là-dedans. Et on a foncé là-dedans. Et avec juste l'idée de se dire, on va apprendre à produire de l'électricité à partir de cette technologie photovoltaïque. Donc on est allé se former, on est allé gratter partout. Enfin, c'est comme quand on fait naître un projet, on va voir tout l'environnement dans lequel on va naviguer. 360 pour se rendre compte de comment rendre possible. Enfin, moi j'ai toujours ce mot-là à la bouche, c'est-à-dire que dès qu'on a une idée, ça ne suffit pas. Il y a qu'un chemin à suivre, c'est comment on rend possible. Et il faut beaucoup, et je vous entendais tout à l'heure dire, il faut beaucoup de choses autour de soi pour faire grossir les projets et réussir. Voilà, donc on est resté pendant plus d'un an, tous les deux avec mon mari, alors à conceptualiser l'offre, à se dire comment on va faire. Alors on a fini par s'associer avec un constructeur parce qu'on s'est dit qu'il fallait 2 compétences pour, à minima pour réaliser ces projets. C'est une compétence de construction et de couverture sur les bâtiments. Donc un métier, on va dire, plutôt de construction. Et l'autre volet, c'était plutôt l'électricité. Et nous, on le voyait sur un côté plutôt industriel. On n'est pas allé du tout faire ça chez les particuliers, parce que on a toujours fait du B2B et c'était notre ADN que d'aller déployer ça en B2B. Et voilà, donc on s'est associé avec ce constructeur, on est allé chercher des compétences électriques. J'ai mon frère qui est venu me rejoindre, ça c'est pareil, à l'occasion d'un repas de Pâques, il nous a dit qu'est-ce que vous faites là, vous êtes fous, ça va pas marcher. Donc c'était à Pâques, en juin. Il était dans nos bureaux, il venait de quitter Peugeot, la fonderie Peugeot où il travaillait en tant que responsable de maintenance, et il n'est plus jamais parti. Voilà. Donc il a démissionné, il a dit de toute façon c'est pas grave, je fais autre chose. Il est venu de moi, il est encore chez nous, enfin il travaille encore avec nous. Voilà. Enfin, c'est venu comme ça, donc ça fait longtemps que ça a démarré tout ça. Et alors si je veux dire, on a développé énormément de projets. On est à 300 peut-être installations, donc de moyenne puissance, ça veut dire quoi, 250 000 ou 300 000 m² installés. On a, si je cumule, en quelques années, développé pour 70 ou 80 millions d'euros de projets. On est encore en développement. Et alors l'idée tout à l'heure, quand je disais rendre possible, et si nos clients ne le font pas, on le fait à leur place, on s'est rendu compte au tout début, quand on a déployé ces projets, ça fait peur à tout le monde. Les investissements moyens de nos clients se situent aux alentours de 800 000 euros. Donc c'était des projets financièrement très lourds à porter. Et en fait, comme nos projets étaient éligibles, étaient beaux et étaient possibles, et que nos clients passaient pas le cap d'idée, on s'est dit, nous, on va investir à leur place. Et du coup, on a commencé à investir. En fait, on a switché en cours de route et on a imaginé le modèle dans lequel on pouvait aller et commencer à investir. Alors, je remercie ici Frédéric Coq présent, parce qu'il était très très présent au début de notre aventure. Aujourd'hui, les banques se sont structurées et organisées dans les filières énergétiques. Le Crédit Agricole a sa filière spécifique pour financer ce genre de projet. La Banque Populaire aussi a créé sa banque il n'y a pas très longtemps, en septembre 2020, la BTE. Mais au début, c'était pas comme ça. Donc il a fallu que tout le monde nous croie. Parce qu'on est allé chercher beaucoup d'argent. Beaucoup. Et aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que ça a fait un bond magnifique. Et puis après, l'État s'est dit, oh là là, que font ces gens qui investissent? Bref, ils se sont rendus compte que c'était compliqué de maintenir un rythme aussi soutenu.
Ils ont coupé court parce qu'il faut savoir que notre métier est complètement encadré par des textes de loi hyper réglementés. On peut du jour au lendemain avoir une loi qui change. Ça, quand on a des projets en cours, on serre les fesses, vraiment, parce que du jour au lendemain, un projet qui est développé, qui coûte très cher, peut s'arrêter. C'est notre job de travailler en famille? Non, on se comprend, ça va très vite, c'est magnifique. C'est plus fort. En fait, c'est avec tout le monde comme ça, en fait, mais effectivement, avec mon mari, ça va très vite, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps de se parler. Mais avec mon frère, ça va vite, parce qu'on se comprend bien, mais c'est pas difficile. Alors aujourd'hui, ce contexte quand même, parce qu'il y a eu des vicissitudes réglementaires, des vicissitudes multiples, mais ça, je dirais que c'est pas grave. Aujourd'hui, il y a une concordance magnifique en tout cas, qui va faire passer à l'acte enfin un plus grand nombre, parce que nous, on a passé 15 ans à essayer de convaincre. Et au tout début, c'était très compliqué. Mais c'est qu'aujourd'hui, avec le contexte mondial, dans le domaine de l'énergie, quand on voit à quel point on est dépendant, à quel point chacun d'entre nous peut du jour au lendemain se retrouver dans une difficulté. Je vais vous dire, hier j'étais à une séance au MEDEF qui portait sur l'énergie, où il y avait une table ronde avec des industriels qui venaient à la table. Et j'ai quand même entendu qu'il y avait des entreprises qui étaient industrielles clermontoises, là, qui étaient présentes, et avaient été obligées de fermer leur entreprise à cause du coût d'énergie. C'est dramatique au sens où cette dépendance extérieure, aujourd'hui, en plus, il y a une double vocation dans ce qu'on fait. Il y a à la fois cette notion d'autonomie et il y a à la fois cette notion de transition écologique et environnementale. On ne peut pas être dans une logique de transformation tout de suite, il faut qu'il y ait quand même une progression dans la mise en place. Non, c'est immédiat. C'est immédiat les choses. Moi aujourd'hui, je fais partie de tout un tas de groupes dans lesquels j'essaie de faire avancer, même si je suis pas une militante, moi je suis juste pour du bon sens. C'est juste du bon sens. Je me suis rendu compte qu'il servait, ça à rien, mais que d'essayer de convaincre, de faire des choses ou de croire à des idées. Il y a plein de façons de faire de la transition écologique, il n'y en a pas qu'une, il y en a plein. Mais que c'est le passage à l'action qui fait que le changement de comportement arrive. Par l'action. Nous, par exemple, quand on installe des centrales en autoconsommation, immédiatement derrière, il y a une baisse de consommation à minima de 10%, sans qu'on ait éduqué quiconque à faire quoi que ce soit. C'est-à-dire que immédiatement, celui qui a les yeux là-dessus, ou tous les collaborateurs qui ont les yeux dessus, se disent « Oh là là, faut que je baisse, faut que j'éteigne la lumière, faut que je change. » Un industriel, il va changer ses programmes pour démarrer ses machines peut-être plus tardivement en fonction de l'horaire du soleil. Enfin, voilà. Et les choses changent toutes seules en fait. Donc c'est le premier pas, le passage à l'acte, qui fait qu'il y a un changement de comportement qui après s'aligne avec plein d'autres choses. Et pour toi, le changement, est-ce qu'il doit être poussé beaucoup par le gouvernement qui met en place des choses, mais est-ce que les Français, si on parle aussi de la culture nationale sur le côté énergie et écologie, est-ce que toi tu penses ou tu trouves, tu as analysé qu'il faut que le gouvernement ou qu'il y ait des lois qui passent pour pousser les gens à changer, ou les gens vont le faire de même? Les gens vont, il y en a déjà beaucoup qui le font de même, parce que la situation fait que devant les yeux ils ont des choses qui les rendent à passer à l'action, ne serait-ce que cette dépendance sur la facture d'énergie. Et puis après, c'est les grands mouvements, je dirais au-delà de politique, c'est les grands mouvements de prise de conscience. Donc bien sûr que c'est toujours mieux quand il y a un accompagnement, il y a des débats, quand il y a des réglementations qui imposent. Aujourd'hui, depuis 10, 12 ans, 15 ans, il y a des réglementations qui ont imposé des choses. En imposant, il y a des industriels ou il y a des entreprises qui ont mener des changements. Principalement les grandes entreprises parce qu'elles avaient des obligations sur des seuils très élevés. Les petites entreprises
qui n'y étaient pas soumis, font des choses, font beaucoup de choses, et de façon presque plus non forcée et, comment on appelle ça, volontaire. Et je vais aller faire le lien sur un dernier sujet, parce qu'après, tout le monde aussi, il y a plein d'autres questions, sur le lien avec la mobilité et l'énergie, parce qu'effectivement, il y a aussi une transition, une transformation qui se fait sur notamment les véhicules, soit les avions, les voitures, les camions, etc. Et du coup, on est quand même en train de mettre en place un gros parc électrique, donc qui implique une grosse consommation. Donc est-ce qu'aujourd'hui on est capable, même si on a lancé la sortie peut-être de nouveaux dispositifs ou de nouvelles centrales, etc., pour arriver à alimenter, comment ça va être possible et pour de rentrer complètement dans ce... En fait, si vous voulez, il y a des choses qui peut-être avancent dans le désordre dans notre société. Bien sûr qu'avec les véhicules électriques est quelque chose de formidable, que la mobilité, nous on y réfléchit depuis très longtemps, mais on sait très bien que le déploiement de ces bornes électriques impose un déploiement du réseau de transport de l'énergie et impose également une fourniture d'électricité à des moments en particulier qui ne correspondent pas forcément au bon moment de la présence de l'énergie sur le réseau. En fait, c'est très complexe, c'est ultra complexe ces sujets-là. Donc bien entendu que ça va se déployer, mais ça va être au prix d'une réflexion bien plus globale. Moi, je vais vous citer un exemple. Bien sûr, nous, on a des voitures électriques avec mon mari, il vient de tester depuis 10 ans, enfin, une des premières en France. C'est compliqué. Ça a été compliqué au début de faire des recharges. Moi, j'ai des locaux au centre-ville dans lesquels j'ai voulu faire installer une borne électrique. L'immeuble est tout neuf. Il est construit, j'ai emménagé en 2019. Il n'y a pas de possibilité. C'est très compliqué d'installer une borne dans le... Il y a un installateur. L'Auvergne, on innove exactement sur cette problématique-là en Auvergne. Donc si vous voulez, on peut se parler après. J'adore. Trouvez-moi une solution. Non, ce que je veux dire, c'est que toutes ces idées sont magnifiques, sauf que la mise en œuvre n'est pas si simple que ça. Et nous, tout a été pendant des années, et qui encore aujourd'hui, tout est dans la possibilité de rendre possible ces projets. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que même pour l'autoconsommation, sur certains sites industriels, c'est compliqué. On est en train de se battre en ce moment même, ça fait quelques semaines, avec Enedis, pour raccorder des sites. Hein? Vous êtes Enedis? Oui. Ah ben venez, sur les centrales en autoconso qui n'ont pas les bons compteurs de raccordement, sur lesquels on ne peut pas faire des demandes de raccordement tant qu'on n'a pas upgradé le compteur, on prend du retard en fait. On va s'arranger. On vous met une bonne charge dans votre garage et on s'occupe du coup. D'accord, génial. Non, enfin pour dire que voilà, c'est un sujet du quotidien, l'innovation est du quotidien parce que l'innovation est forcément présente à l'instant présent sans arrêt parce que tout bouge. Voilà, donc... Merci beaucoup. Je vais le faire. Oui, si c'est possible, parce que... Merci beaucoup. Il faut rester là quand même une deux ans parce que c'est parti avec ce sujet. Alors, Frédéric, il y a un sujet qui est le lien aussi avec le cas Copenhague, c'est l'Open Lab. Je voudrais bien que tu parles un peu de ça, parce qu'il y a tout un écosystème qui est développé avec la partie recherche, partage avec les universités, avec les entreprises, donc il y a un vrai lien avec le public, le privé. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce qui se fait? Oui, alors ce lien avec l'Open Lab, il n'est pas directement lié à Copenhague, lié à la transition écologique. En fait, parmi, je dirais, on a créé un dispositif depuis 2015 entre la CCI et l'Université d'Auvergne. C'est un dispositif d'interaction entre des chercheurs en sciences de gestion sur la thématique de l'innovation. Et donc l'interaction, dispositif d'interaction entre chercheurs et praticiens, donc des mécènes qui sont des dirigeants d'entreprise, où on partage et on construit des connaissances autour des situations d'exploration et d'innovation. Donc ce dispositif prend la forme en fait, de conférences sur lesquelles on revient, sur lesquelles on travaille pour construire des connaissances, donc permettre l'accès à des connaissances scientifiques autour des sciences de gestion. Donc on en est aujourd'hui une trentaine de conférences qu'on est en train de mettre en forme grâce au soutien
Clermont Auvergne Métropole, et j'en profite pour remercier Estelle Tournier, Virginie Sciato, par rapport au soutien qui nous a permis, donc, qui va bientôt nous permettre de mettre en ligne un livre de connaissances issu de ces travaux-là, donc qui à la fois peut nourrir les entreprises dans la réflexion autour de l'innovation, et puis nourrit aussi moi ma pratique dans l'intervention. Je voudrais parler aussi, peut-être pendant qu'on y est, pour ces dispositifs-là, donc la CCI appartient, enfin l'innovation à la CCI, c'est une vieille histoire qui commence déjà depuis les années 90 avec ceux qui connaissaient la RIST pour les plus anciens. Et puis et un lien aussi avec l'Europe, avec les centres relais d'innovation, CRI. Et depuis 2008, c'est devenu Enterprise Europe Network, qui est actuellement je dirais, un réseau constitué aujourd'hui de 3000 experts dans 69 pays. Donc c'est une Europe très élargie, hein. Il y a le Japon, il y a l'Israël, donc pour donner quelques exemples d'entreprises qui qu'on ne pense pas forcément européennes. Donc 3000 experts, alors c'est quoi les experts? Alors les experts ici, on est 4 à la CCI de Puy-de-Dôme, et on est constitué en consortium, c'est un consortium Rhône-Alpes-Auvergne avec quarantaine d'experts entre guillemets. Alors c'est quoi expert? En fait on a déposé un CV à la Commission européenne qui nous a reconnu comme, parce que l'expertise ça se décrète pas, hein, c'est des gens de reconnaissance sociale, l'expertise. Donc du coup ces experts-là, alors ici chez nous on a 4 grandes activités autour de quelle expertise on a, c'est lié au développement international, l'expertise liée à tout ce qui est juridique européen, tout ce qui est réglementaire et partenariat aussi, c'est tout un dispositif de partenariat technologique et de fournisseurs. Je sais qu'aujourd'hui c'est un besoin par rapport à la crise, aller chercher le bon fournisseur ou proposer ce service à la fois sur la marchandise mais aussi sur des technologies, donc des bourses de technologie. On a une technologie émergente qu'on aimerait pouvoir diffuser, il y a moyen de la faire connaître. Et à l'inverse, on a besoin d'une technologie qui ne se trouve pas sur étagère. Peut-être que quelqu'un l'a déjà créée, on peut la mobiliser. Et puis du conseil et de l'accompagnement, je dirais, alors chacun a ses expertises. Moi, c'est plutôt la partie outils, méthodes et accompagnement des entreprises. Alors, on parlait de consultant, c'est plutôt en mode consultant, mais c'est l'intervention sur des formats d'intervention qu'on a constitués depuis près de 10 ans. Et donc, la particularité avec Obergreen, c'est que initialement, moi j'étais convoqué entre guillemets sur un gros projet super ambitieux, super intéressant. Puis on s'est rendu compte que pour déployer ce genre de projet, il fallait des ressources. Et donc on s'est dit, tiens, ce serait bien de réfléchir, surtout que l'innovation chez eux, c'est surtout cette capacité à s'adapter aux évolutions des normes, etc. Parce que c'est une source d'innovation, hein, identifier un problème à résoudre. Donc faire de la veille normative, ça peut être toujours intéressant, parce que ça peut être le point de départ de l'innovation. Alors pour eux, c'est pas le point de départ, c'est permanent. Donc ils sont obligés de s'adapter par rapport à rendre possible je dirais le photovoltaïque. Donc là, l'Europe, dans le cadre de l'Europe, il y a un dispositif qui est reconduit, hein, Enterprise Europe Network, c'est une feuille de route qu'on promet à l'Europe, hein, qui nous donne des ressources pour accompagner les entreprises dans le PLPE, mais qui a des exigences également de résultats avec des formats d'intervention qu'on a proposés dans le cadre de cette feuille de route. Et notamment des interventions sur le management d'innovation. On met en discussion l'entreprise autour de ces problématiques. Et c'est là qu'on a vu que le problème chez eux, ce n'était pas de trouver des sujets intéressants, des sujets innovants, etc. Ils en avaient plein les cartons. C'était comment on va manager tout ça pour travailler plutôt sur la vision de l'entreprise, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait qu'on va choisir tel projet ou pas. Et puis aussi, pour ça, parce que même si on a une expertise sur les outils et les méthodes et sur les accompagnements d'équipe, il y a aussi la possibilité de donner le relais, ce qu'on a fait dans le cadre d'un des programmes d'ambition région sur la construction de la vision, de la réalisation des équipes. Romain, tu peux peut-être faire un petit lien sur le projet Banco Paris, parce que l'idée c'est pas de rentrer dans le détail financier évidemment,
Par contre, c'est plus à quel moment vous intervenez, parce qu'Élise a cité, voilà, il y a eu un moment où on a eu ce coup de fou, ce coup de génie, voilà, il fallait qu'on se lance. C'est un projet ambitieux, donc il faut du financement, il faut qu'il y ait des gens qui soient là, qui soient avec nous pour nous aider à lancer les choses. Dans quel cas vous intervenez? Alors, dans quel cas on intervient? Donc déjà, ça passe par déjà une discussion avec le client pour savoir où on en est de son projet, puisque du coup, sur une innovation, qu'on soit sur un projet nouveau ou sur un développement, à un moment donné, voilà, ça va être un partage de... Voilà, prenons un cas, par exemple, une start-up qui aurait un projet innovant. C'est vrai que nous, le financement bancaire va intervenir concrètement sur, comme je disais tout à l'heure, en fin de recherche et développement, début de phase de faisabilité, et puis après on intervient dans la mise en place et l'industrialisation du produit ou de la solution. Voilà, donc après sur une entreprise en développement c'est un petit peu différent, puisque du coup une entreprise qui aurait une activité déjà bien définie va avoir déjà sur une partie peut-être un chiffre d'affaires qui va se réaliser, et du coup nous on va pouvoir se baser sur déjà ces ressources qui vont rentrer et compléter avec des financements pour développer une autre branche dans l'innovation qui serait propre à l'entreprise par exemple. Est-ce qu'il y a des chiffres un peu précis, là, s'il faut rentrer sur des indicateurs qui sont plus regardés sur les projets innovants, qui sont différents en termes d'approche et de vision? Alors, les chiffres, c'est très intéressant, puisque du coup, souvent on nous présente des chiffres, et souvent dans l'innovation, on peut passer d'un prévisionnel qui passe de 200 000 la première année, par exemple, à 2 millions la deuxième année. Donc, les chiffres, c'est très intéressant. Cependant, il faut savoir les expliquer et les faire parler. Si je passe, par exemple, un chiffre d'affaires de 200 000 et l'année prochaine, un chiffre d'affaires de 2 millions, est-ce que l'entreprise est dimensionnée, structurée, et quel va être le déploiement et le cadencement des ressources humaines et financières. Donc toutes ces choses, c'est important d'échanger avec le client pour voir un petit peu si ces ambitions sont réalisables dans le temps. Après, sur les autres indicateurs, si je peux me permettre, il y a des choses qui sont utilisées comme le SWOT ou les Canva qui permettent déjà, qui donnent beaucoup d'indicateurs sur pour les porteurs de projets ou les personnes qui ont une filière innovante dans leur entreprise. Moi, je vais avoir la réponse moins politique. Quand on prône au village, il y a un terme qui est un terme anglais, je suis désolé, mais ça s'appelle equity story. À la fin, c'est une histoire. Vous devez raconter une histoire, et vous devez raconter une histoire qui est crédible. Et l'histoire, elle peut dire que vous êtes passé à zéro et dans 3 ans, vous allez faire 10 millions d'euros. Il n'y a pas de souci, si votre histoire elle est belle et qu'à la fin, c'est basé sur un produit, une innovation, un marché, sur une équipe, et ben, si vous êtes capable de convaincre votre banquier, de convaincre des investisseurs, c'est ce qu'on appelle une equity story, et c'est toutes les sociétés font ça. Vous allez de Michelin jusqu'à n'importe lequel, elles ont leur equity story, elles vont voir le marché financier, elles vont voir leur banquier, et elles racontent leur histoire. Et après, est-ce que vous êtes un beau raconteur d'histoire, et est-ce que votre histoire dans le temps elle est crédible? Parce que forcément, à un moment donné, on va bien comparer ce que vous nous avez dit avec la réalité. Et forcément, la réalité n'est pas la même que l'histoire que vous avez racontée au début, ce qui est normal, et vous l'avez dit, à un moment donné, il a fallu pivoter, il a fallu s'adapter, il a fallu machin, le banquier est suffisamment intelligent pour comprendre que entre le début et les bas, mais est-ce qu'il y a une confiance, est-ce qu'il y a une écoute, et est-ce qu'il y a vraiment un partenaire, et est-ce que les gens autour de la table ont des partenaires, sachant que forcément l'histoire de départ n'est pas l'histoire d'arrivée, et après il y aura toujours une nouvelle histoire qui va venir, et c'est ainsi de suite, le monde est comme ça, on est comme les financiers. Mais ce qui est super important, c'est votre capacité à convaincre que votre histoire est la bonne. Alors, si je peux me permettre, moi les histoires j'aime bien, mais j'aime bien aussi les comprendre. Alors c'est toujours ça qui est intéressant, c'est la vulgarisation. C'est une des grosses qualités. Vous avez des projets, alors certains sont très facilement compréhensibles, mais il y en a d'autres qui sont ultra techniques. Nous ne sommes pas ingénieurs dans tous les domaines, donc du coup n'hésitez pas à vulgariser, à faire, vous adapter à votre clientèle, mais aussi aux futurs partenaires et notamment investisseurs, puisque du coup, souvent certains projets sont plutôt brillants, mais ont du mal à passer le message de concrètement quel va être l'intérêt pour la société demain et les futurs clients. Donc voilà, c'était une petite aparté. Merci. Oui, une petite aparté aussi, c'est que pour compléter les propos, on a des formats d'intervention qui aident l'entreprise à passer de caractéristiques techniques ou d'un jargon technique à la promesse d'expérience. Donc là aussi, c'est un des travaux qu'on a fait avec Steve.
Et puis je voudrais ajouter aussi par rapport à ce que, quand on parle de business plan ou de choses comme ça, c'est-à-dire de penser le futur avec des chiffres, tous les startups disent bah, ça ne sert à rien puisque ça ne sera jamais comme prévu. Là, ce que je voulais partager avec vous, c'est par rapport à ce qu'on a appris des sciences de gestion là, sur les situations d'incertitude extrême. Là. Sur la planification, en fait, la notion de planification, c'est jamais le déroulement de l'action, donc on sait très bien qu'un business plan, il se déroulera pas comme il a été annoncé. Donc la planification n'est pas le déroulement d'action, c'est une ressource pour l'action. Et les militaires d'ailleurs disent pour la planification, si je planifie pas le premier jour de la guerre, je suis mort. Si je planifie le premier jour de la guerre, c'est le plan. Merci à vous quatre, merci beaucoup d'être venus. Alors pour conclure les 4 porteurs de projets qui viennent, donc on va accueillir les derniers avec un petit lancement donc, de la savonnerie des Goutoirs. Et alors qui c'est qui vient du coup? Christophe qui vient, ok, super, merci. Donc nous sommes alors la savonnerie de la Goutte Noire. On existe depuis 1995 et on fait du savon, mais tout. C'est-à-dire qu'on est complet dans la fabrication du savon. On part de l'huile jusqu'au produit fini et on fait de la savonnette aussi. Au départ, c'était notre spécialisation. On a différents produits, on a différentes classes de produits. On va avoir des produits ménagers, des produits cosmétiques. Alors les produits ménagers, ils se structurent en produits liquides et produits solides. Donc il va y avoir les lessives pour le linge, il va y avoir les savons ménagers pour tout ce qui va être surface. Donc savon noir, le savon pour la vaisselle, le savon détachant. Ça c'est un peu notre fer de lance parce que ça fait quand même 25 ans qu'il existe ce savon. La partie cosmétique, pareil, donc savon solide, savon liquide, différentes formes de produits avec différents ingrédients. Et après, les produits d'hygiène, ça c'est le fameux 485 que la CCI nous a permis de développer dans les entretiens, qui se présentent sous forme liquide, distributeur. Voilà, ça c'est tous les différents produits qu'on peut faire. En fait, j'ai sorti un produit qui est un savon, plus ou moins. Et en fait, ce qu'il y a, c'est qu'il permet de se nettoyer sans eau. Donc en fait, quand vous êtes dans un endroit où il n'y a pas d'eau, vous êtes dans votre voiture et puis vous avez changé un pneu et puis vous trouvez un endroit où il n'y a pas d'eau, qu'est-ce qu'on fait? Vous avez votre petite fiole, vous mettez ça sur les mains, vous faites, et ça enlève le gras et toute la crasse et il suffit de l'essuyer avec un chiffon parce que ça la décolle. En fait, c'est le principe. Pour le 485, nous, c'est un truc qu'on aimerait vraiment que ça soit un peu comme le paquet de Kleenex qu'on a dans la poche, où chacun a son petit flacon, son petit spray dans la poche et s'en servent ou pour aller pique-niquer ou pour... Voilà, ils ont toujours ce petit flacon dans la poche pour se laver les mains à n'importe quel moment de la journée. C'est un peu notre ambition, quoi. C'est l'indispensable. Je veux que ce soit un produit réflexe, un produit d'accompagnement, quoi, en fait. M'a mis en contact pour que je puisse progresser dans ce projet. Notamment, on a acheté une chaîne d'embouteillage et on nous a mis en contact avec des consultants qui nous ont permis de voir un peu plus loin que ce qu'on a l'habitude. On a été quand même bien épaulé par la CCI, par le conseil régional, parce qu'on a fait un gros investissement, donc on a été un petit peu aidé. Et on en a besoin parce que, comme je vous disais tout à l'heure, c'est un peu compliqué quand on a le nez dans le guidon, de gérer toutes ces choses qu'on n'a pas l'habitude de gérer. Il faut qu'on soit épaulé. Voilà. Si l'idée c'est que tu puisses nous faire un petit témoignage un peu sur l'histoire de l'innovation. Tout a été dit. Tout a été dit. Faut le dire différemment maintenant. Faut essayer. Juste je fais un peu le contexte. C'est vrai qu'aujourd'hui, si on prend, alors je suis pas grand spécialiste de l'histoire du savon, mais c'est un produit qui existe depuis, je sais pas, des centaines d'années.
Et la preuve qu'on peut, même sur des produits qui ont été développés par, je sais pas, les Égyptiens peut-être, je sais plus, mais... Non, de toute façon, on ne sait pas. A priori, c'est une enveloppe. Ouais. Et bien même sur des produits comme ça, on continue à innover. Donc est-ce que tu peux nous raconter l'histoire un peu de cette innovation, le fonctionnement, comment tu as été accompagné sur ce projet? Alors, oui, ça a été, c'est toujours pareil, c'est un produit qui a été, comment dire, au départ c'est pas ça part pas de là. Ça part pour le Covid, c'est pour une désinfectant, et puis après les normalisations, les machins, les trucs. On a dit on va trouver une autre, et puis en plus les gens, vous avez vu, il n'y a plus personne qui savait mal. C'est bon, le Covid, on n'en a plus rien à foutre. Donc voilà, donc on a voulu faire, et ce qu'il y a, c'est que pour ce faire, j'avais besoin d'un substrat, et ce substrat, c'est que je voulais quelque chose qui n'avait pas besoin de l'eau. Parce qu'en fait, l'idéal, c'est que ce soit. Et donc en fait, je suis servi de ça, et d'avoir trouvé ce truc qui fait que il y a l'eau nécessaire pour décoller la trace et pour les pommes. Donc voilà. Et donc il est là. Et c'est très pratique. Et en même temps, maintenant, on voit j'ai aussi pas mal de demandes pour des associations ou d'autres choses qui travaillent notamment dans les catastrophes, dans les guerres, dans les trucs. Parce que ce qu'il y a, c'est là, il y a et donc ce qu'il y a, c'est que ça n'empêche pas d'être propre. C'est de mon côté, c'est mieux. Du coup, donc, tu es parti de ce constat qui est finalement un constat un peu marché puis situation sanitaire. C'est parti un peu de cette opportunité où vous avez su transformer et vous adapter. Comment s'est passé du coup, si on fait le lien avec le projet et puis le côté accompagnement Accompagnement. Alors ce qu'il y a, c'est que moi je fabrique, puis en plus c'est quelque chose que j'ai fait, je veux en faire une autre. Donc là je suis sur d'autres choses. Et ce qu'il y a, c'est que en fait, quand c'est fait, c'est fait. Et donc pour ma femme, c'est pour ça qu'on se connaît bien. Elle commercialise. Ouais. Donc je suis pas trop spécialisé là-dedans. Je pense, je fabrique, et puis après, elle prend le relais. Et ce qu'il y a, c'est que ce que je disais dans le truc, c'est qu'en fait, quand moi je suis dire un artisan plus, mais un manufacture, c'est une manufacture ce que je fais. Dans la montre, ça veut dire quelque chose, mais voilà, donc il y a la main qui est là, et donc en fait ça prend du temps, ça prend de la réflexion, et donc on peut avoir des choses à penser à la commercialisation. Il fallait qu'on soit aidé par l'extérieur. Donc grâce à la CCI, on a une consultante qui nous a permis de voir les choses autrement, plus grandes, etc. Alors, il y a un sujet dont on n'a pas encore parlé et qui est un vrai sujet pour les porteurs de projets qui font de l'innovation, c'est la partie sécurisation de son projet et de son innovation. Donc, je crois qu'il y a Jean qui est là. Est-ce qu'il est là, Jean? Super. Alors Jean, si c'est possible de faire un petit point pour expliquer, parce qu'il y a plein de porteurs de projets et plein de gens qui s'intéressent à tous les sujets autour de l'innovation, et du coup ils sont tous potentiellement confrontés à la problématique de la sécurisation de leur innovation, la propriété intellectuelle industrielle. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu du coup la différence et comment ça se passe pour protéger l'innovation? Oui, bonjour à tous. Bien, comme Adrien vient de dire, je suis le représentant ici de la CNCPI, qui est l'organisme professionnel des conseils en propriété industrielle, donc la profession réglementée qui s'occupe de tout ce qui est brevet, marque, modèle. Le rôle d'un conseil en propriété industrielle, d'un CPI, c'est d'accompagner les entreprises pour aider à valoriser et sécuriser leur propriété. Donc tout ce qui est démarche de dépôt des titres, brevet, marque, modèle, tout ce qui est ensuite valorisation au niveau des contrats de licence, par exemple, et tout ce qui est défense des titres en cas d'action et de contrefaçon. Donc, hormis la partie où on est l'interface entre les entreprises et les offices de propriété industrielle français ou étrangers d'ailleurs, il y a toute cette partie d'accompagnement. Donc, si vous souhaitez avoir des informations, bien vous avez accès à la liste des conseils qui existent en France. Alors on n'est pas nombreux, on est un petit peu plus de 1000.
Et on est bien répartis sur le territoire et sur le site de la CNCPI, vous avez l'annuaire. Et puis il y a des permanences mensuelles, hein, je ne me trompe pas, qu'on organise avec la CCI, où vous pouvez vous inscrire pour avoir un rendez-vous avec un CPI de la région. Ça se passe ici à la Pardieu. Enfin, ici à la Pardieu quand c'est en présentiel, sinon jusqu'à maintenant. Je dis une bêtise, on est en visio. Où bien, vous pouvez échanger, poser des questions et vous aurez une première réponse, une première approche. Parce que c'est vrai que l'on innove, mais à un moment donné, il faut bien conserver et garder le fruit de son innovation pour éviter de trop en faire cadeau à la concurrence. Donc il y a des précautions à faire. C'est là-dedans que les CPI, les conseils peuvent vous assister. Voilà. Quand tu restes après pour ceux qui ont besoin de te voir individuellement. Parce que pour le coup, ça ne doit pas être publiquement. Donc, voilà. Vincent, on peut faire un petit point tout à l'heure. On a parlé de la logique avec sur le village qui est sur la partie accélération. L'accélération, ça peut être dangereux. Ça peut être dangereux parce qu'en fait, des fois, on se dit on va trop vite, on se développe trop vite, et en fait, du coup, ça peut être. Il y a des entreprises, plein de cas qui raconteront que beaucoup, ils ont fermé l'entreprise alors qu'ils étaient en pleine croissance. Donc, est-ce que tu peux parler un peu des zones de vigilance pour les entreprises qui accélèrent? Oui, alors il y a le cas où ceux qui vont trop vite et qui se plantent, ça arrive. Bon, il n'y en a pas énormément, mais il y en a. Alors il y en a malheureusement qui n'accélèrent pas et ils meurent aussi. C'est plutôt ceux-là qu'on voit que les autres. La vigilance, c'est pour reprendre un peu ce qui a été dit un peu avant. Ce qui est le plus important, à mes yeux, c'est l'équipe. C'est-à-dire, on peut parler d'argent, on peut parler de tout ça, mais on voit bien, vous avez dit, moi je recherche, je fais des produits, il y a quelqu'un qui le commercialise. Dans les autres projets, on a un peu senti pareil. Là, il y avait la famille, on est 2, on est 3, on est 4. Alors, je ne sais pas si c'est le facteur clé de succès, je ne sais pas si c'est la famille, mais pour moi, c'est l'équipe. C'est la capacité qu'ont les porteurs de projets, tout seul en étant franc, pour l'instant, ce qu'on voit. J'ai que 2 ans d'expérience dans ce monde-là, mais un porteur de projet qui est tout seul, c'est très difficile. Ça ne veut pas dire que c'est impossible, mais c'est très difficile parce qu'au moment où il est très tendu, il est un peu tout seul. Alors il peut avoir un écosystème autour de lui, mais c'est quand même un facteur de succès de se retrouver à 2-3 dirigeants qui vont pouvoir partager, avoir des expertises différentes et avoir aussi un état d'esprit différent parce que chacun a son cerveau qui fonctionne différemment, chacun amène des choses différentes et la valeur du collectif elle est extrêmement importante. Et on voit dans les facteurs de succès, c'est que les projets qui sont menés en équipe ont quand même une faculté à réussir beaucoup plus que ceux qui sont. Encore une fois, je ne dis pas non plus parce que vous êtes tout seul, vous allez échouer, c'est pas ça du tout. Mais il y a quand même une capacité, l'équipe a quand même une capacité à surmonter les challenges qui se présentent à elle au fur et à mesure de la vie de la société. On l'a dit, la capacité à convaincre les gens, c'est important et voilà, ce n'est pas que le produit, c'est aussi la capacité à vendre, à convaincre son banquier, à convaincre ses clients d'acheter des produits et ses capacités à bien expliquer son projet. Romain l'a dit, il faut être simple dans l'explication de son projet pour le rendre accessible à tout le monde. C'est bien sûr ses clients, mais c'est aussi son banquier, c'est bien sûr ses investisseurs. Quand c'est ultra technologique, en étant en France, c'est très difficile pour quelqu'un qui n'est pas du domaine de saisir en quoi il y a une innovation. Et donc, ceux qui vont l'expliquer d'une manière très rapide vont avoir une chance beaucoup plus importante que d'autres. Quand on est à des niveaux très forts avec les investisseurs, il faut vous dire que des fonds d'investissement, ils font 4 à 5 investissements par an et ils reçoivent 4 à 5 dossiers par jour. Donc vous voyez, et ils ont, on appelle ça speed dating, ils ont 7 minutes, vous avez 7 minutes pour les convaincre au premier rendez-vous. Donc ça défile. Si en 7 minutes vous n'êtes pas capable de convaincre en 7 minutes, vous n'avez pas le deuxième rendez-vous. Alors ça ne veut pas dire qu'en 7 minutes vous avez l'argent, c'est pas ça du tout, parce qu'après le process c'est très long. Mais c'est pour vous dire, ce qui est primordial, c'est votre capacité à convaincre l'équipe, la capacité à convaincre, la capacité à vous entraîner. Et c'est ça que nous on essaie de prôner avec tous nos experts, avec la CCI. Plus vous êtes nombreux et plus vous avez cette capacité à animer votre écosystème. Bien sûr, c'est vos associés au départ. Après, vous avez des salariés, c'est comment vous managez. Vous avez tout un écosystème d'experts autour de vous, comment vous les managez aussi, et comment vous allez tous grandir ensemble. Moi, je ne crois pas qu'un projet tout seul soit réalisable.
Alors ça ne veut pas dire que c'est ma conviction, ça ne veut pas dire que c'est la réalité, c'est juste ma croyance. Et ce que je vois, c'est que les projets collectifs ont une faculté plus rapide à accélérer. Frédéric, tu peux peut-être nous faire le lien sur le projet dont Christophe Florence sont venus te voir sur leur projet. Tu nous racontes un peu les étapes, c'est-à-dire quand les gens viennent te voir, alors on pensait l'exemple de Christophe Florence, mais est-ce que tu peux nous redire, voilà, on vient te voir, comment ça se passe? Alors, on vient me voir, ça, on peut toujours venir me voir, me demander de vous solliciter, il n'y a pas de souci. Là, en fait, dans ces 4 entreprises, il y a 4 stades différents. Là avec Christophe, c'était en pleine crise Covid, donc il y avait un petit peu d'urgence, surtout qu'ils avaient une idée formidable, quoi, et le produit existait déjà. Donc la question était plus du côté des aspects réglementaires, de propriété intellectuelle, et sur les aspects aussi de développement et commercial et technique, parce qu'on peut imaginer qu'un produit comme ça, si c'est un succès, c'est comment je me dimensionne, comment je réfléchis tout ça. Moi, n'étant pas spécialiste de ces marchés-là, parce que c'est quand même du B2C, enfin, au final, en termes d'utilisation, et eux avaient déjà leur réseau, donc moi j'avais identifié, alors étant relais du programme Ambition Eco, enfin du programme Innovation, mais il y avait des consultants qui étaient vraiment affûtés sur déjà ces domaines-là, donc du coup ça m'a permis dans ces programmes-là de les adresser spécifiquement sur le besoin, ce besoin d'accompagnement avec quelqu'un qui les a fait rencontrer et qui les a aidés à réfléchir en fait sur par rapport à ses ambitions, son dimensionnement, qu'est-ce qu'on veut faire et qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ce marché. Voilà, donc en fait l'idée c'est on est acteur dans un réseau, alors on a peut-être une expertise sur une partie des interventions, des méthodes, hein, quand on parlait tout à l'heure d'aider à structurer un argumentaire pertinent, etc. On a des formats d'intervention, mais on n'est pas expert de tout, et on a cet écosystème qu'on connaît plutôt bien, qu'on connaît même très bien avec les acteurs qu'on connaît, puis on a des acteurs de proximité en Auvergne, on a vu la richesse qu'il peut y avoir. Du coup, c'est en même temps la mise en relation pour l'investissement industriel, donc avec l'agence, donc c'était en Italie, en l'occurrence, qui a permis d'obtenir des financements, des budgets, des financements pour acheter des matériaux. Toi, du coup, dans ton métier, en fait, au quotidien, tu as une grosse part d'acculturation sur les projets, parce qu'en fait, l'innovation est tellement large. Du coup, tu as parlé d'écosystème, mais du coup, toi, c'est-à-dire que tu fais beaucoup de recherches, quand tu te lances sur un dossier, tu es obligé quand même de passer du temps pour découvrir le secteur. Ah ben, c'est sûr que c'est ce qui fait la richesse du métier, c'est qu'on découvre, puisqu'on est dans à la fois des entreprises industrielles, des entreprises de services, quels que soient les secteurs d'activité, du coup ça permet, pour celui qui est curieux, c'est vraiment quelque chose d'intéressant, parce qu'on touche à tous ces secteurs-là. Puis je ne suis pas tout seul non plus, puisqu'on est une équipe aussi, et on croise aussi nos expériences, et je dirais avec les équipes, hein, dans on est 4 personnes à la CCI, au puits de l'Aube, une 5e personne, parce que c'est le consortium, c'est un réseau d'acteurs de l'innovation, les CCI, mais il n'y a pas que les CCI dans ces consortiums, il y a aussi tous les agences d'innovation, l'agence Rhône-Alpes est aussi fait partie du consortium, donc on travaille ensemble. Romain, tu peux peut-être nous parler d'un point qui est hyper important, c'est qu'en fait, le banquier, on travaille sur le développement de notre projet, en fait, c'est un peu une partie prenante. Donc il y a une relation avec notre banquier qui est finalement un peu, quand on a un besoin, qui est un peu un membre de notre équipe, donc tu peux parler de cette partie. Oui, il y a une relation, je rassure, professionnelle, hein, mais donc du coup il y a un mot qui est remonté tout à l'heure, c'était épauler. Moi je pense que quand on monte sa structure, bien sûr on a la tête dans le guidon, mais il y a une chose qui est très importante, c'est qu'il faut cultiver les relations avec ses partenaires, puisque du coup donc, le banquier en fait partie, hein, nous on est fournisseur simplement de finances, hein, entre guillemets, mais au-delà de ça, on va pouvoir aussi, comme on disait tout à l'heure, apporter du réseau, etc. Il y a une chose qui est importante à avoir avec tous vos partenaires, et notamment avec votre banquier, c'est la transparence, puisque du coup la transparence, au final, c'est comment, alors une société qui n'a pas de problématiques, de petites zones d'ombre ou autres, ça n'existe pas. Par contre, l'avantage, c'est que tout le monde, tous les partenaires autour le sachent et puissent appréhender des situations qui puissent être un peu plus compliquées avant qu'elles soient vraiment catastrophiques. Il existe toujours des solutions, mais il faut toujours appréhender. Puis d'ailleurs, je pense que c'est une des grandes qualités de l'entrepreneur, c'est appréhender les problématiques, puisqu'on résout que des problématiques, je présume, toutes les journées.
Donc ça, c'est une chose qui est importante. Après, c'est ne pas hésiter aussi à expliquer pourquoi on veut faire telle ou telle chose, parce que souvent on nous demande, il y a beaucoup de demandes. Par contre, derrière, ce qui est important, c'est je demande par rapport à telle et telle chose et quel est le retour sur investissement que je vais pouvoir en tirer, puisque du coup, ça, c'est quelque chose d'important pour que nous, on puisse percevoir le fait qu'on aille tous dans le même sens. Et ça, c'est important pour des partenaires. Je dirais aussi qu'avec tous ces partenaires dans le monde de l'innovation, c'est quelque chose qui évolue, on l'a vu tout à l'heure, tous les jours avec Coppergreen aussi. Tout peut évoluer très rapidement, donc soyons agiles, et ça c'est vraiment une qualité qu'il faut qu'on ait, agile et tous ensemble, puisque du coup on est tous des maillons de la chaîne dans le projet, donc du coup c'est une des choses qui est très importante à avoir. On peut peut-être rebondir sur ce côté agilité, on va devoir aussi conclure, mais est-ce que le métier de banquier s'est transformé aussi en fait, puisque comme les entreprises et puis les formats de financement et de développement sont accélérés, est-ce que du coup le métier a changé? C'est vrai qu'il y a 10 ans de ça, les startups, on n'en parlait pas trop, hein, c'était confondu dans le monde de l'entreprise globale. Aujourd'hui, on a bien différencié, alors quand je dis startup ou entreprise innovante, hein, ou ayant une partie innovante dans son fonctionnement global, c'est sûr qu'on a dû s'adapter, on a dû prendre en compte ce que voulaient nos clients et faire en sorte de trouver les offres et adapter tout ça de telle façon à ce que, en tant que bon partenaire, on puisse solutionner tous leurs besoins. Super, merci beaucoup à tout le monde. Merci à Lucas et Pierre, merci à vous. Lucas d'être venu partager votre expérience ce soir. Du coup, je vais faire une petite conclusion parce que Lionel m'avait demandé de respecter quand même le temps, donc je vois qu'il me regarde. Et comme il est dans le noir, je vois pas ses yeux, donc je pense qu'on est à peu près dans les temps. Donc je remercie à tout le monde d'être venu. Pour conclure, donc l'idée maintenant c'est de boire un petit coup et puis de partager tous ensemble s'il y a des questions. Donc il y a Jean qui est aussi à votre disposition pour parler de cette partie propriété intellectuelle, industrielle et la sécurisation de vos projets. Et puis les 3 experts qui sont là aussi à votre disposition pour discuter. Et puis moi je peux être là juste pour boire un coup. Voilà. Donc, je vous souhaite une bonne soirée.